Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un livre vraiment majeur, Le Plaidoyer pour l'altruisme de Matthieu Ricard. C'est une véritable somme, un voyage fascinant qui nous force à repenser ce qu'on croit savoir sur l'égoïsme, la bonté et la nature humaine. Alors accrochez-vous, on plonge dedans. Allez, pour commencer, une petite question, toute simple. Pensez-y une seconde. Qui sont les gens qu'on admire vraiment le plus, dans l'histoire ou même aujourd'hui? Quelles sont les figures qui nous inspirent un respect sincère? Gardez ça en tête. Et là, attention, la réponse révèle un paradoxe assez incroyable. Une enquête a montré que, d'un côté, 80% des gens admirent le Dalai Lama, mais de l'autre, 70% préféreraient être à la place de Tom Cruise. C'est exactement ce que Matthieu Ricard met en lumière. On admire les valeurs d'altruisme, mais on rêve souvent d'une vie de succès personnel et de célébrité. Intéressant, non? Bon, mais alors, de quoi on parle juste quand on dit altruisme? Pour Ricard, le point clé, c'est la motivation. Le vrai altruisme, ce n'est pas l'action en elle-même, parce que son résultat peut être incertain. Non, c'est l'intention pure qui est derrière, le souhait sincère que l'autre aille bien. C'est une distinction fondamentale pour tout ce qui va suivre. Allez, on attaque la première grande idée du livre. Contrairement à ce qu'on entend souvent, à ce cynisme ambiant, Ricard nous montre, avec plein de preuves à l'appui, que l'altruisme, ce n'est pas juste une belle utopie. En fait, c'est une part essentielle de qui nous sommes. Pendant très longtemps, on a cru, à cause de Freud notamment, que les enfants étaient des êtres absolument égoïstes. Eh bien, les recherches modernes nous disent tout l'inverse. Dès les premiers mois, les tout-petits montrent des signes d'entraide, un sens de la justice. En réalité, c'est plutôt la société qui vient parfois freiner cet élan naturel, et pas l'inverse. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste propre à l'humain, loin de là. Le livre est rempli d'exemples fascinants. On y parle de chimpanzés qui soignent leurs blessés avec une patience infinie, ou d'éléphants qui ralentissent tout le troupeau pour ne pas laisser un des leurs derrière. L'empathie, en fait, a des racines évolutives hyper profondes. Alors si l'altruisme est en partie inné, la super bonne nouvelle, c'est qu'il peut aussi être cultivé. C'est un point sur lequel Matthieu Ricard insiste beaucoup. La compassion, l'amour bienveillant, ce sont des compétences. C'est comme un muscle, ça s'entraîne. On peut délibérément entraîner notre esprit à devenir plus bienveillant. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Les résultats de cet entraînement, ils sont mesurables scientifiquement. On sait que méditer sur la compassion, ça booste les émotions positives, ça renforce l'envie d'aider, et ça a même des effets physiques. Regardez le dernier point. Ça augmente l'activité de la télomérase, une enzyme qui protège nos chromosomes. En gros, ça aide à ralentir le vieillissement. S'entraîner à la bienveillance, c'est bon pour les autres, mais c'est aussi bon pour soi. Ok, maintenant changeons d'échelle. On quitte l'individu pour regarder la société. Comment ça se passe quand on met tout le monde ensemble? Comment l'altruisme et l'égoïsme s'affrontent dans le grand jeu social? L'égoïsme, on le voit partout. Souvent sous une forme assez banale. On a tous tendance à se surestimer. Prenez ce chiffre qui est à la fois drôle et un peu inquiétant. 90% des conducteurs pensent conduire mieux que la moyenne. Ce qui, vous en conviendrez, est mathématiquement compliqué. Ça montre bien cette tendance qu'on a tous à se voir à travers un miroir un peu déformant. On a tous cette idée reçue en tête. Dans la vie, c'est la loi de la jungle. Les plus égoïstes, les requins, sont ceux qui réussissent. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? L'analyse de Ricard montre que cette vision est en fait très limitée. Pour illustrer ça, il y a une expérience géniale dans le livre. Au début, on met des gens ensemble et sans surprise, les profils égoïstes tirent la couverture à eux et sabotent le groupe. Mais ensuite, on donne aux participants la possibilité de créer des règles et de sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu. Et là, le résultat est juste spectaculaire. La coopération explose. Et voilà la conclusion brillante de cette expérience. Le but, ce n'est pas de rêver que tout le monde devienne altruiste, ce serait naïf, non. Le but, c'est de créer des systèmes, des règles du jeu, qui font qu'il est dans l'intérêt même des égoïstes de coopérer. Et ça, c'est la responsabilité des altruistes éclairés, c'est à eux de penser et de mettre en place ces règles. Et ça nous amène à la partie peut-être la plus ambitieuse, la plus vertigineuse du livre. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce principe à grande échelle? Pour réinventer notre économie, notre éducation, bref, notre avenir commun. Il faut savoir que tout notre modèle économique actuel repose sur une caricature de l'être humain, qu'on appelle l'homo economicus. C'est cet individu théorique qui est purement rationnel et qui ne pense qu'à son propre intérêt. Sauf que, comme on vient de le voir, ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Ricard nous invite donc à imaginer une économie basée sur ce que nous sommes vraiment. Et pour changer de modèle, il faut d'abord changer d'indicateur. Prenez le PIB, notre boussole actuelle. C'est absurde. Une marée noire, des embouteillages monstres. Tout ça, ça fait monter le PIB. C'est dingue, non? À l'opposé, il y a le bonheur national brut, un concept né au Bhoutan qui est beaucoup plus intelligent. Il inclut la prospérité, bien sûr, mais aussi le bien-être des gens et la santé de la planète. Quand le roi du Bhoutan a prononcé cette phrase en 1972, beaucoup ont dû trouver ça mignon, un peu folklorique.
Aujourd'hui, cette idée est reprise par des économistes de renommée mondiale. On a compris que c'était peut-être la clé d'un avenir plus durable. Alors concrètement, on fait comment? Le livre explore plein de pistes. Le commerce équitable, par exemple. Les entreprises sociales, dont le but premier n'est pas le profit, mais l'impact positif. Une éducation qui ne se contente pas de remplir les têtes, mais qui cultive aussi le cœur et les valeurs humaines. Et surtout, développer ce que le Dalai Lama appelle un sentiment de responsabilité universelle. Et on va finir là-dessus avec une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Face aux crises qu'on traverse, écologiques, sociales, économiques, la conclusion du livre est sans appel. L'altruisme, ce n'est plus un luxe, ce n'est plus un joli rêve pour gens naïfs. Dans notre monde où tout est connecté, la bienveillance, la coopération, c'est devenu une pure nécessité, une condition de notre survie. Et c'est peut-être ça la révolution la plus urgente et la plus profonde de notre époque.